Bonsoir tout le monde, je suis Asma Amdouni, votre médecin généraliste Morgan à Bouche-d'Or. Ce soir, j'aimerais parler de l'échec. Tout à l'heure, on a traité le sujet du respect, comment imposer le respect et tout. On a évoqué beaucoup de choses. Je vais essayer de publier la rediffusion sur YouTube, sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom. Et là, j'aimerais parler de l'échec. Comme c'est mentionné sur l'image, l'échec est une étape de la véritable réussite. Vous savez que la vie en général a toujours une fin. Il y a toujours une fin. On ne connaît pas quand est-ce qu'on va mourir. C'est normal parce que c'est le Dieu qui décide. Mais quand on est persuadé qu'il y a toujours une fin, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de profiter le maximum possible de cette vie, de la vivre profondément, d'arracher les bons moments, de continuer à apprendre, de réaliser tout ce qu'on veut faire, bien sûr en respectant le Dieu et la loi, de ne pas avoir peur de l'échec. Ben, si on continue à avoir peur de l'échec, c'est-à-dire que notre vie vraiment est foutue. Excusez-moi pour le terme. Si en permanence on a peur de l'échec, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vie. Est-ce que vous avez un problème avec la peur? Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ont un problème de peur de l'échec? Ça, c'est pire. C'est très pénible à vivre cette expérience de peur de l'échec. Qui tente rien n'a rien. Bonsoir, bonsoir monsieur. Alors l'échec, il y a plusieurs définitions d'échec. Oui, je rappelle, pardon. Ce live n'est pas un cours de médecine et on n'est pas là pour donner des avis. Mais du coup, on n'est pas là pour traiter ou donner partager des remèdes, ok? Alors l'échec, il y a plusieurs types d'échecs et plusieurs domaines d'échecs. Il y a un acte, il y a une perception. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a eu lieu, il y a une façon de voir les choses, de vivre les choses. Alors, l'échec, chez nous, les musulmans, on dit toujours Dieu merci, gratitude au Dieu, c'est Alhamdoulilah. Pourquoi on remercie Dieu? Parce que les crises et les échecs sont une opportunité pour devenir la meilleure version de nous. Quand on est très jeune et quand on voit quelqu'un qui a du charisme, qui a une confiance en soi totale, qui n'hésite pas. Vous savez, quand on est très jeune, quand on n'est pas si confiant en nous, si mature, si sage, on hésite. On a du mal à prendre une décision. Il y a ce qu'on appelle l'art de prendre une décision. Alors là, des fois même, on est plus ou moins jaloux. On se dit, on aurait bien aimé être aussi fort et avoir un fort caractère et être aussi confiant en nous comme cette personne. Mais ce qu'on oublie, mes chers abonnés, ce qu'on oublie, c'est que si tu es jaloux d'une personne parce qu'elle est confiante en elle, il faut savoir que cette personne est passée par toutes les guerres que tu peux imaginer, par tous les échecs que tu peux imaginer. Donc, c'est pratiquement impossible d'être quelqu'un de qualité, impossible d'être confiant en soi à un stade de ouf, impossible d'avoir une personnalité robuste et compliante,
impossible d'être la meilleure version de toi sans être passé par les crises, par les moments difficiles, par les déceptions, par les trahisons, par les malentendus, par les conflits, par le rejet. Soulignez-moi ça, le rejet. Bonsoir, Madame Naïma. Le mépris. Connaissez l'histoire de Bruce Lee, que son âme repose en paix. Alors lui, je pense qu'il y avait une institutrice ou une enseignante qui lui a dit que toi, jamais tu réussiras dans ta vie et jamais tu feras quelque chose, et jamais tu réussiras, ok? Alors je pense que il a écrit un livre. Il a remercié cette enseignante. Parce que pendant un certain temps, elle a été une des clés de motivation. Des fois, il y a des gens qui nous insultent, qui nous critiquent, qui nous ajournent, qui nous larguent, qui nous écœurent, qui nous torturent, qui nous traumatisent. Mais tout ça, c'est bien pour faire de nous une machine de la réussite. Vous savez qu'il y a une différence. Pardon, je vais lire ce commentaire. Vous avez raison, durant toute la vie, on affronte des échecs, c'est normal, il n'y a pas une vie en rose. Bravo. Alors, l'échec a plusieurs causes. D'abord, il y a l'échec. Il y a l'échec comme étant une étape de la réussite, donc on doit avoir de la patience. Il y a une étape de la réussite bien loin de l'échec, mais la perception des choses est un peu trouble. La vision est floue. Soit que tu as une vision floue parce que tu as un problème à l'intérieur de toi-même, toi-même, soit cela est dû à une atmosphère toxique qui t'entoure. Et là, je parle principalement de la famille, des amis et du milieu professionnel. J'ai dit tout et j'ai dit principalement. On va traiter les choses un par un. Il se peut que tu ne sois pas en échec, mais ton entourage essaie de graver dans ton esprit que tu es une personne qui ne sert à rien, que tu es une personne battue, que tu as échoué, que tu ne vas jamais réussir. Il y a une différence entre tu as échoué et toi, jamais tu réussiras. Toi, tu vas jamais réussir. Toi, tu feras jamais quelque chose de merveilleux. Ça, c'est pire. Ça, c'est la toxicité. Et dans ce cas où les gens te rabaissent, il faut savoir qu'il y a deux cas de figure. Des fois, il y a des parents, un entourage qui t'aime, donc il y a de l'amour, mais par ignorance et par manque de sagesse, qu'est-ce qu'ils font? Ils te démotivent tout en croyant que cela va te motiver à donner plus. Je ne suis pas Bruce Lee. C'est méchant. C'est méchant, c'est méchant. Et c'est pas intelligent. Oui, des fois ça marche. Oui, par exemple, je crée comme une sorte de sens de défi à l'intérieur de la personne que je veux motiver parce que je l'aime. Par exemple, un homme qui essaie de tétiller l'orgueil de son fils. Pourquoi? Pour qu'il donne plus, pour qu'il fonce, pour qu'il mette le paquet, comme on dit. Mais ça sert à rien, je pense, de démotiver les gens pour les motiver. Ça sert à rien d'insulter les gens pour les motiver. Ça sert à rien de briser la confiance en soi d'un petit ou de quelqu'un qu'on aime pour le motiver. Et alors, il va réussir, il va entrer en défi
il va réussir ce que vous avez, ce que vous voulez, ok, mais à l'intérieur de lui, il n'est pas confiant en lui. Et ça, c'est malheureux. Moi, je préfère échouer tout le temps et garder une bonne relation avec moi-même, le respect de moi-même. Il y a une relation entre moi et moi-même, il y a une relation entre moi et la société, entre moi et le Dieu, ok? Entre moi et la nature, entre moi et les animaux. Alors, prenez soin de ce qui se passe dans votre cœur, dans votre esprit. Ayez l'habitude, ayez le réflexe de prendre un bon café, une bonne tasse de café, un bon verre de thé, tout seul, et parler avec vous-même. Vous n'êtes pas schizophrène, non, mais vous allez classer, faites, voilà, classer, organiser les idées, organiser les rêves, donner du temps à vous, comme si vous avez un rendez-vous, ok? Essayez d'avoir ce réflexe, je ne sais pas si vous l'avez ou pas, merci, merci beaucoup, je vous en prie, Madame Naïma, c'est gentil. Alors, si vous avez remarqué, dans une atmosphère toxique, vous n'avez même pas le temps, on ne vous donne même pas l'occasion et le droit de vivre votre échec et de l'analyser. Moi, personnellement, j'ai souffert de ça. Il y a tout le monde qui donne son avis. Il y a tout le monde qui donne un jugement. Si vous voulez, j'aimerais bien traiter ce point-là, le jugement. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, eh ben, on peut très bien le débattre. Parce que le jugement a un effet très important et des fois décisif quand on passe par une station d'échec ou qui a l'air d'être une station d'échec. Est-ce que vous voulez qu'on traite ce problème de jugement? Oui, effectivement, c'est ce que j'aime faire. Merci pour votre conseil. Je vous en prie. Oui, on peut le débattre. Très bien, parfait. Alors, le jugement. 1. Règle numéro 1. Le jugement est divin. On a tous eu l'habitude de juger les autres, de conseiller. Moi, en 2021, ce que j'ai appris, c'est de ne jamais conseiller. On a tous, on s'est donné tous au moins une seule fois dans notre vie le droit de juger. Je vais vous expliquer, ça veut dire quoi juger. Je juge quelqu'un, moi, je vais parler de moi-même. Si je juge quelqu'un, c'est-à-dire que moi, je suis soit un dieu, ok? Et ça, c'est un délire. Soit je suis vraiment un juge dans la cour, tribunal et tout, et ça, c'est pas vrai. Et même si je serais, par exemple, juge, ben, il faut être professionnel. Le juge ne juge pas les gens partout dans la rue, dans le boulevard ou au métro. Quand je juge, c'est-à-dire que je suis une référence. Ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est la catastrophe. Tu me juges, donc tu es une référence. Mais c'est affreux de penser ainsi. Moi, j'ai honte de toutes les fois où j'ai déjà jugé quelque chose. Je ne suis pas le Dieu, je ne suis pas un juge, je ne suis pas une référence ou repère. Alors, si on apprend à garder le silence une petite minute et se dire, attention, je vais juger, il faut vraiment tourner sa langue cette fois avant de parler. Je vais juger quelqu'un. Qui suis-je? Je réponds à cette question et par la suite, je peux très bien juger et faire ce que je veux. Une fois vous allez vraiment vous arrêter pour répondre à cette question, qui suis-je? Ben, vous allez vous taire. Immédiatement, vous allez vous taire et vous allez vous sentir vraiment out of your mind.
Bonsoir, bonsoir madame Noor. اسمحوا لي غادي ندوي غير بالفرنسيه، سالينا هذوك اللايفات العربيه، اسمحوا لي بزاف، ولكن غندير لكم فيديوهات على قبلكم ديال الطب. Je m'excuse. Alors, je vais essayer de traiter les jugements des gens que j'aime pas, que ça soit avec moi ou avec les autres. Ok? Je vais vous donner des exemples de jugements qui sont vraiment très nocifs pour la santé et qui risquent de briser, de traumatiser, de détruire des relations vraiment très sympas et euh, de très belles histoires peuvent très bien s'achever uniquement par le jugement inapproprié. Oui, absolument, on doit tout d'abord bien connaître la personne et on n'est pas parfait pour juger tout. Bravo pour ce mot-là, parfait. Puisque je ne suis pas parfaite, je ne dois pas juger. Puisque je ne connais pas la personne, je ne dois pas juger. Ce qui est merveilleux en islam, c'est qu'on n'a pas le droit de juger. Si on dit par exemple que cette dame a eu une relation extra-conjugale avec un autre homme, on sera puni si on n'est pas 4 personnes à avoir vu cet acte et l'avoir décrit séparément, de la même manière, sans aucune erreur. C'est-à-dire, s'il y a un homme qui vient dire « Monsieur, votre dame vous a trahi avec un autre homme », ok, c'est interdit en islam d'avoir des relations extra-conjugales. Parfait, vous êtes un bon type, vous êtes un bon musulman, ok. Avant de traiter ce crime, ou sorte de péché, ou sorte de trahison, il faut savoir qu'en islam, on ne doit jamais dévoiler les péchés des autres. من ستر مسلما ستره الله. Je ne me rappelle pas très bien du hadith, mais nous les musulmans, on ne doit pas vraiment creuser dans l'intimité et le petit jardin secret des autres. Il y a notre hadith qui dit من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته فضحه في جوف بيته. C'est-à-dire que si on essaie de dévoiler les secrets des autres, les péchés, les petites bêtises et tout, et on insiste dessus, alors là, on risque, le Dieu va nous punir par des sacrés scandales dans notre propre maison. Et là, on va sentir, comment dirais-je, on va sentir la honte amère. Revenons à nos moutons. Alors, je vous ai dit qu'en islam, c'est interdit de juger les autres. Si jamais il y a un monsieur qui vient vous dire, votre femme vous a trahi, en islam, il doit amener 3 autres personnes, 3 autres hommes, témoins de cet acte. Sinon, il va être tabassé et puni. Donc, l'islam est très bon pour la santé parce qu'il interdit à tous les musulmans de se mêler des affaires des autres, de dévoiler les bêtises et les péchés des autres, de nuire à la réputation des autres. C'est interdit en islam de toucher ou de nuire à quelqu'un ou de nuire à sa réputation. Ok? C'est pour ça que l'islam est très bien et très bon pour la santé. Allahu Akbar. Donc, toujours dans le jugement, on n'est pas un Dieu, on n'est pas un juge. Et même si on est un juge, en général, les juges ne jugent pas les gens en dehors de la cour. Je ne suis pas une référence, je ne suis pas parfaite, je ne connais pas la personne, je n'ai pas
des preuves et je suis capable de juger les autres. Là, je pense que je dois voir quelqu'un. Chez les Français, voir quelqu'un, c'est-à-dire, il faut voir un psychologue. Sans délai, sans rendez-vous. Je vais pas bien. Si je juge les gens comme ça, je vais pas, c'est-à-dire que je vais pas bien. C'est moi qui dois voir le médecin. Alors, pour le jugement, on revient toujours à notre fameuse philosophie de relativité, ok? Si on ne connaît pas la relativité, on doit se taire. On ne doit jamais prononcer un seul mot, pas un mot. Vous connaissez pas la relativité, taisez-vous. Comme a dit Hanan Fadeli, taisez-vous. La relativité, c'est-à-dire que si tu vois une femme dans un café, prendre un café avec un homme, ça ne veut pas dire que c'est une prostituée. Et si tu juges cette dame et tu te donnes le droit de l'appeler prostituée uniquement parce qu'elle prend son café tranquillement avec un homme, il se peut que cet homme soit son frère, son époux, son père, un collègue, un copain, un camarade, un ami. Peut-être que cette dame est menacée. Peut-être qu'il est en danger avec ce monsieur. Il l'a menacé. Il ne peut pas bouger. Peut-être que cette dame a, je ne sais pas moi, menacée par des vidéos. Ah oui, il faut que j'avertisse les jeunes hommes, oui, voilà, garçons, filles, hommes et femmes, ne partagez jamais vos photos nus, semi-nus ou une vidéo ou quoi que ce soit. Ne partagez jamais ces trucs-là parce que par la suite, on voit des tentatives de suicide à cause de ça. Il y a des gens malhonnêtes qui vous demandent, qui entrent en relation avec vous. Par la suite, ils vont vous exciter, ils vont demander, sinon ils vont commencer à vous manipuler, faire comme s'ils sont fâchés contre vous, comme ça pour leur envoyer des vidéos et tout, ou avoir des vidéos en direct, c'est-à-dire appel vidéo WhatsApp. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait aux adolescents? Eh ben, on les filme, on fait la capture d'écran vidéo, comme avec un logiciel qui enregistre tout ce qui se passe dans votre écran. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait avec toute l'audace, avec toute la méchanceté? On essaye de manipuler les gens, de menacer, de faire extraire des fortunes. Si vous n'avez pas de l'argent, ils vont vous demander de voler. Il y a des jeunes ados qui volent beaucoup de choses, beaucoup de trucs de leur maison. Et les parents, à chaque fois, ils font des déclarations, ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Eh bien, ce qui se passe, madame, c'est que vous avez acheté un smartphone à votre fils sans permis de smartphone. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un permis. Comme une bagnole. Vous avez acheté un smartphone à votre fils, vous devez lui faire une formation. Cher fils, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance de bien vouloir accepter ma demande de formation continue en matière de smartphone. S'il est d'accord, vous allez lui acheter le téléphone. Vous devez l'accompagner, vous devez le contrôler. Si vous avez un problème de communication chez vous, il ne faut jamais acheter un smartphone. Pourquoi? Parce que quand l'immunité émotionnelle est vraiment très affaiblie, vous laissez beaucoup de fenêtres et de portes ouvertes aux profiteurs, aux pervers narcissiques, aux manipulateurs, aux frustrés sexuels ou autre chose. Il ne faut jamais affaiblir ses enfants, il ne faut jamais affaiblir son épouse. Il faut qu'il y ait une bonne relation, une bonne communication intrafamiliale, c'est-à-dire au moment du repas, il faut éteindre tous les écrans ou au moins les mettre en mode avion ou au moins ne pas prendre dans sa main son téléphone. Il faut que toutes les télévisions soient éteintes, ok? Il faut apprendre à ne pas
Il faut apprendre à regarder les gens face aux yeux, face à face, les regarder droit dans les yeux et discuter avec les gens qui vivent avec vous, avec un maximum de partage, d'amour. L'amour, c'est important. Il faut encourager les enfants à exprimer leurs sentiments pour qu'ils aient l'habitude de s'exprimer. Plus les ados s'expriment chez eux, moins sera la probabilité d'être victime. Surtout sur Internet. Moi, j'ai passé 3 ans d'expérience de live jour et nuit sur Internet en arabe, des lives vraiment à la marocaine, comédie, tout ce que vous voulez, très 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 populaire. Et puis j'ai remarqué que vraiment les ados sont en danger à cause de leurs parents. Très bien. Alors, revenons à notre exemple de jugement. Jugement d'une femme assise tranquillement, prenant son café avec un homme, et vous, peut-être que cette dame est victime je sais pas moi, d'un pervers, peut-être c'est un pervers narcissique, peut-être qu'il la menace, peut-être qu'il a des vidéos d'elle, des photos, peut-être qu'il n'y a rien entre eux, et toi tu as commencé euh, à préparer, voilà, préparer, fabriquer, à rédiger tout un scénario sans aucune preuve. Est-ce que vous avez le temps pour juger, déjà? Ça, c'est une question qui est vraiment très pertinente. Pourquoi vous avez du temps pour juger l'autre? Ben, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de vie. Ni plus, ni moins. Ni pli. Ça m'a rappelé l'accent marocain de Gad Elmaleh. La stratégie. Vous avez vu je pense que le blanc, c'est ça, le blanc. L'autre, c'est moi. Oui, l'autre, c'est moi. J'aime beaucoup Gad Elmaleh. J'aime également un sketch comme une sorte de pièce théâtrale, très petite, ou un mini-show de Gad Elmaleh et de Jamal Debbouze qui s'appelle Le débat des primaires. Oh mon Dieu. Vous avez déjà vu Ah, j'ai pas vu les commentaires. Je vais lire vos commentaires. Mhm. Que le bon Dieu vous garde, docteur S. Merci, merci, merci. Oui, les préjugés. Elle doit bien se comporter pour ne pas avoir un jugement mal. Ou une attestation d'autorisation. Attestation d'autorisation. Problème, il n'y a pas de contrôle. Ah, vous avez répondu à 2 questions parce que j'ai pas vu les commentaires. Très bien. Donc, primo, vous avez dit, bon, pour ce qui est de notre exemple de la dame qui est assise prendre son café avec un homme, vous avez dit, elle doit bien se comporter pour ne pas avoir un jugement mal. Non, il faut pas qu'il y ait de jugement. Peu importe la façon dont elle se comporte. Mais qui sont-nous pour juger cette dame? Elle prend son café dans... Écoutez-moi bien. Cette dame prend son café avec un homme. Elle est assise. OK? Le café, normalement, a une autorisation. Il y a des caméras. Il y a une loi. Pour juger, pour cesser de juger les gens et les déranger, il faut vraiment bien renforcer sa culture. Il faut lutter contre l'ignorance. Quand je lutte contre l'ignorance, je vais remarquer que dans un État, dans une société, dans un pays, il y a une loi, il y a des ministères. Nous avons un ministère de l'Intérieur, ok? Donc c'est lui qui s'occupe de ça. Ils sont payés pour ça. Si jamais il y aura un crime, il y aura le gérant qui va appeler la police pour qu'elle intervienne et pour résoudre le problème. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont payés pour ça, formés pour ça. Et c'est leur truc, c'est l'apanage de ces gens-là. Il y a une loi. Si on n'y croit pas, eh ben, ça, c'est un autre problème. Moi, j'y crois.
Alors, cette dame, par exemple, elle est tranquillement assise, elle prend son café avec un homme. Ah, pour moi, ça m'intéresse même pas. Je veux même pas la voir. Moi, j'ai l'habitude de prendre mon café, de lire un livre au café. Il y avait beaucoup de gens qui sont même venus me dire ça, et je les ai remises à leur place parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils insistaient, et parce que j'ai remarqué que les gens qui font des jugements sont des gens qui sont malhonnêtes, déjà, par définition. Monsieur, vous avez le temps pour me juger. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de temps vide, libre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Il faut traiter ça. Je prends mon café, je lis mon livre, il y a quelqu'un qui vient me dire, mais toi tu es toujours assise au café, est-ce que tu cherches un homme? Alors ce monsieur, pour moi, il doit voir un psychologue. Mais moi, parce que je suis gentille, je ne dis pas aux gens que vous êtes malade. J'ai aimé ça, parce que je suis gentille. Vous voyez, vous devez voir un psychologue lorsque vous partez voir une dame. Et non seulement ça, mais je prends mon café toute seule, je lis mon livre, je lis mon café, je lis mon livre toute seule, et on venait me casser la tête pour me dire, ah non, c'est pas bien, c'est comme si tu cherches un homme. Réponse numéro un, il faut voir un psychologue. Si on insiste, ma réponse numéro 2, c'est 19. 19, c'est le numéro pour appeler la police au Maroc. Moi, je remercie la Sûreté nationale parce que vous êtes adorable, vous faites un traitement, un travail vraiment vous, qui doit être applaudi, sincèrement. Ok? C'est ça, c'est ainsi qu'on traite les jugements, qu'on traite les gens qui nous jugent. Gentiment, monsieur, vous devez voir un psychologue. Gentiment, je réponds pas. Vous insistez, je vais vous faire la remarque tranquillement, gentiment, doucement. Je vais vous dire, par exemple, ça m'intéresse pas. Troisièmement, monsieur, vous m'avez cassé la tête, vous cherchez autre chose. C'est vous qui n'êtes pas respectueux. OK? Parce qu'il y a des gens qu'est-ce qu'ils font? Ils réagissent à leur jugement. Je m'explique. Je prends mon café toute seule. Je lis mon livre dans un café. Il y a un monsieur qui vient, il a mis son jugement, avec cachet, date et tout, numéro, il a tout enregistré. Il a mis le jugement que moi je suis là pour chercher un homme. Et il réagit à ce jugement. Un, il fait la remarque. Deux, il veut établir une relation. Mais lorsque tu le gifles comme quoi, monsieur, je le remets à sa place, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il commence à m'attaquer. Il commence à m'insulter, médisance, tout ce que vous voulez. À droite et à gauche, il dit à tout le monde, cette dame est ta 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 ta. Ça, c'est le tiers-monde. Il y a les pays développés, il y a les pays en voie de développement, il y a les pays sous-développés, il y a des pays qui n'ont aucune relation avec le développement, qui n'ont rien à voir avec le développement. OK? Et dans tout ce type de pays, il faut savoir que la société est très hétérogène. On peut très bien trouver des open-minded et on peut très bien trouver des gens à côté de la plaque. Et des fois, on trouve des gens qui sont eux-mêmes cette plaque et les autres sont à côté d'eux. Vous voyez? Donc tout ça, si vous avez remarqué, j'ai changé mon ton. Pourquoi? Parce que ça m'énerve. Ça m'énervait. Maintenant, c'est bon. Alors, pourquoi je partage ça et pourquoi j'ai animé ce live? Eh bien, pour dire à toute belle personne qui a un bon cœur, les jugements, c'est une partie de la vie. Les crises, c'est une partie de la vie. On doit être reconnaissant au Dieu et le remercier à chaque fois parce qu'il nous a donné l'opportunité de devenir la meilleure version de nous et à être plus confiant en nous. C'est important. C'est impossible de développer une confiance en soi top, ok, sans être passé par ça. Au début, ça m'énervait tellement.
Aïe, 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 ça va se décharger. Au début, ça me dérangeait tellement. Mais maintenant, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que je suis sûre maintenant, et j'ai même travaillé sur moi-même. Je ne donne plus des conseils, je ne donne plus de jugement, même si on me le demande, même si on me le demande. Et puis, j'ai découvert qu'il faut travailler sur soi pour ne pas être influencé par l'autre. Je vous donne un exemple de curiosité. Maintenant, on va laisser de côté le jugement. Et si vous voulez, on traite le sujet de curiosité. Si je tolère pas la curiosité des autres, alors moi aussi, je ne dois pas être curieuse. Donc, au lieu de faire la victime, au lieu de continuer à pleurnicher, au lieu de continuer à reprocher les autres, pourquoi vous êtes curieux? Eh bien, je vais commencer par moi-même. C'est très, 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 très efficace de commencer par soi-même. Si vous voulez contrôler tout le monde, eh bien, contrôlez-vous. Si vous voulez imposer le respect à tout le monde, eh bien, respectez-vous. OK? Si vous voulez que les gens ne soient pas curieux, si vous voulez pas souffrir de la curiosité des autres, eh ben, contrôlez et gérez et maîtrisez ce qui se passe dans votre cœur et votre curiosité. Je pose plus de questions aux gens, je pose plus de questions intimes, je me mêle pas des affaires des autres, je n'ai pas envie. Alors, j'ai habitué mon cœur à ne pas avoir envie de connaître ce qui se passe dans la vie des autres. Plus que ça, si jamais je découvre qu'une de mes amies s'est mariée, ça me dérange surtout pas. Je lui reproche rien. Je lui dis pas, mais pourquoi tu m'as pas mis au courant, m'as pas mis au courant. C'est une amie, elle s'est mariée, je dois lui souhaiter tout le bonheur et je dois dire dans ma tête, Asma, cette dame s'est mariée parce qu'elle veut fonder une famille. Allah yaouna. Que Dieu l'aide, ok? Elle m'a pas fait de mal. Elle s'est mariée. Peut-être qu'elle était occupée, peut-être qu'elle avait beaucoup de problèmes avec ce fils. Vous savez que les bons mariages commencent toujours par les conflits. Et les divorces viennent toujours après une période de fiançailles très sucrée. Vous savez, méfiez-vous des relations d'hypocrisie, où tout le monde essaye de montrer la meilleure version de lui, où tout le monde met des masques de gentillesse, de galanterie, plein de séduisance, Méfiez-vous de ce type de relation parce que ça se termine toujours par le divorce ou par une vie pénible à vivre et à supporter, avec des trahisons, avec tout ce que vous voulez, ok? Donc si moi je gère très bien ma curiosité et je cesse de poser des questions à tout le monde et je cesse de vouloir et d'avoir envie de connaître la vie des autres, eh bien sûr, je vais freiner l'autre personne. Mais quand je pose beaucoup de questions, quand je contrôle mal ma curiosité, par exemple, je rends visite à ma copine et je lui pose la question, que fait, c'est quoi qu'est-ce qu'il fait ton époux comme boulot, comme travail? Alors pourquoi j'ai posé cette question? Qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce qu'il n'y a pas une autre question? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va discuter? Ben, on discute des sujets, de la science, des religions, des bonnes manières, des plantes, des animaux, la cuisine, ménage, les histoires des prophètes, l'avion, technologie, la loi, l'histoire, l'art, la musique, les vêtements, la mode. Il y a
Bon, c'est tout ce que m'est traversé l'esprit maintenant, mais il y a beaucoup de sujets qu'on peut traiter. Ben, si vous avez que la médisance que vous traitez la vie intime des gens, c'est-à-dire que vous n'avez pas un bagage dans votre cerveau. Et ça, c'est morbide. Vous n'avez pas de bagage dans votre cerveau, vous devez rester bien loin de moi. Alors moi, je parle de moi. Ne perdez pas votre temps avec des gens qui n'ont pas de bagage, parce qu'ils sont très nocifs. Si vous discutez avec eux 1 heure, donc euh, c'est pas bien. Donc, pardon. Donc, passez 1 heure avec, prenant votre café ou votre thé avec des gens qui n'ont pas de bagage, bah, vous allez traiter et analyser la vie intime des autres. Et ça, c'est interdit en islam, par exemple. Et ça, c'est pas bien. Ok? Je suis très fatiguée, je vais lire vos commentaires pour vous dire bonne soirée, mes chers abonnés. Il y a des écoles des enfants, garçons, et des écoles de filles, école mélange garçons et filles. Oui, sincèrement, je comprends pas ça, surtout chez les petits, c'est-à-dire à l'étude primaire et tout. Je comprends pas pourquoi les enfants sont séparés. Ça va créer des frustrés par la suite. Parce que le petit ne va jamais voir une fille et le jour où il va voir une fille juste dans un magasin seul, il va la violer. Il faut qu'il y ait une éducation sexuelle très adaptée à l'âge de l'enfant et par un professionnel de la santé bien expérimenté et bien est formé pour faire ça. C'est-à-dire un pédopsychiatre qui vient parler aux enfants pour parler aux enfants et leur faire apprendre l'éducation sexuelle, c'est-à-dire connaître votre sexe, connaître qui vous êtes. Vous êtes une petite fille, vous allez devenir une belle dame. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence? Quels sont les avantages d'être une femme? À chaque fois que je parle à quelqu'un, je mets toujours en avant les avantages de son sexe. Est-ce que vous savez que dans l'éducation sexuelle, il faut que le petit soit fier de son pénis? Le tout petit, l'enfant. Il ne doit pas avoir peur de lui. Il doit savoir à quoi sert. Il doit être fier d'être garçon. Et pour la fille également, il doit être fier d'être une petite fille. Et pour avoir une féminité normale, parce qu'il y a beaucoup de femmes mariées malheureusement, de belles femmes qui n'ont pas développé ou n'ont pas encore découvert leur féminité, et ça c'est malheureux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trahison, beaucoup d'extra-conjugales, ok? Donc il faut que toute personne soit fière de son sexe. Il faut que toute personne n'ait pas peur de sa physiologie. Est-ce que vous savez que les filles font des crises quand ils ont leur ménage? Ménage, c'est vraiment les petits. Un stress. Un stress. Est-ce que vous savez qu'il y a des filles qui ont mal vécu cette expérience? Et le comble, c'est qu'ils croient qu'ils sont plus vierges et pourquoi? Parce qu'il y avait du sang qui sort. Est-ce que vous savez qu'il y a des filles que à chaque fois qu'ils ont sa menstruation, qu'ils ont leurs règles, ils croient qu'ils n'ont plus de diable, c'est moi. Ils sont responsables de tout ça, que vous devez faire des thérapies X, bien loin de l'ordinaire, ok? Est-ce que vous savez qu'il y a, dans certains cas de vaginisme, il y a des cas où la fille est examinée plusieurs fois par jour par leur maman parce que la mère a peur que sa fille perde sa virginité. Mais c'est malheureux quand même d'apprendre ces choses-là. Mais pourquoi vous parlez du viol aux filles? Oui, je comprends. Vous voulez, par exemple, protéger vos filles de la pédophilie. Je suis pour. Mais pour protéger une petite fille ou un petit garçon de la pédophilie, moi, par exemple,
Je vais pas, en m'adressant à un petit, je vais pas lui parler comme maintenant. Je vais pas prononcer le mot pédophilie. Je vais pas lui dire qu'il y a ce monsieur qui va vraiment te déchirer l'anus, qui va te... Non, c'est affreux, c'est horrible, c'est traumatisant. On risque de traumatiser les enfants. Il faut qu'il y ait un pédopsychiatre chargé pour faire ça. C'est une tâche qui est vraiment très délicate et il faut faire très attention en s'adressant aux enfants parce que vous allez créer une maladie psychique et peut-être même une maladie mentale par la suite. Ça dépend du cas de l'entourage parce que la maladie mentale a un nid, c'est-à-dire les antécédents familiaux et personnels. Ok? Donc, est-ce que vous avez remarqué que rien n'est facile? Est-ce que vous avez remarqué combien c'est triste de voir des gens parler de l'éducation sexuelle sur Internet alors qu'ils ne savent pas de quoi s'agit-il? L'éducation sexuelle, ce n'est pas comment montrer, il ne s'agit pas de montrer aux gens comment faire un rapport sexuel parce que même les animaux le savent. L'éducation sexuelle, c'est avant tout le sexe, c'est-à-dire féminin ou masculin, déjà. Il faut comprendre ça. Donc, il ne faut pas qu'on soit frustré de ce mot-là, sexuel. Tu es une fille, tu es un garçon, tu dois avoir une formation, petite formation, très douce très proportionnelle à ton âge pour te montrer que tu es quelqu'un de parfait. Pardon, que tu es quelqu'un de chanceux. Tu as de la chance d'être une fille. Cette petite fille, vous allez l'aider à développer une confiance en soi, une belle image de soi. Parce que dans certaines familles, malheureusement, il y a des gens qui sont fiers de leur fils, garçon, plus que leur fille. Et ça, c'est catastrophique. On n'est pas tous capables d'être un bon parent. Soulignez-moi ça. On pourra très bien le traiter ultérieurement. Un bon parent, c'est quoi? On n'est pas tous prêts à être parents. Être parent, c'est un engagement émotionnel, éducatif, judiciaire, beaucoup de choses. Si on n'a pas un bagage, on n'a même pas le droit de penser au mariage. Ça, c'est mon avis. Je respecte tout le monde. Je ne suis pas là pour faire une année blanche. Même si ça doit avoir lieu normalement. J'aurais bien aimé qu'il faut une année blanche. On va dire, par exemple, chère société, on va prendre un petit repos d'une année et on va faire une formation collective à tout le monde, à tous les citoyens. Voici comment fonder une famille. Ok? Bon, je vais lire vos commentaires. Vous avez dit, il y a des écoles des enfants garçons. Il y a des bains pour hommes et des bains pour femmes. Et il y a des bains hommes et femmes. Oui, monsieur, malheureusement. Déjà en islam, c'est interdit pour la dame, ou c'est déconseillé, c'est pas très acceptable de partir au bain. Pourquoi? Euh, parce que c'est pas bien de se montrer nu devant les autres, même si ce sont des femmes. Ok? Et en plus, il y a l'homosexualité et beaucoup de choses. Et en plus, il y a un truc très important, il faut faire attention. Quand vous avez un corps érotique, un corps très séduisant, ne faites jamais de relations d'amitié dans le bain. C'est-à-dire le bain le sauna et tout. Il y a des femmes qui travaillent dans ce domaine. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils partent pour guetter et détecter les femmes avec un corps séduisant vous avez compris, je pense, pour préparer des candidats de prostitution. Que Dieu protège vos enfants et vos femmes. Et les enfants expatriés de Danemark, Norvège. On a café où il y a des tentes pour des familles séparées, esprit. Ah oui. Vous avez dit Qu'Al-Husseima. J'ai pas prononcé le nom de la ville parce que je savais pas qu'est-ce que vous allez dire par la suite. Mais sinon, ça fait plaisir, hein. Au nord de Husseima, café où il y a tentes pour des familles séparées.
Les familles conservatrices, moi, sincèrement, j'apprécie beaucoup. Et il faut les respecter. C'est beau de voir des gens comme ça qui sont... Vous savez, si vous êtes une personne conservatrice, si vous êtes une personne, euh, une bonne pratiquante, vous savez que dans la société, des fois, on peut souffrir d'un jugement, toujours dans le cadre de jugement. Jugement, on va vous juger complexe. Complexe et complexe ou malade mental, malade psychique. Pourquoi? Uniquement parce que vous êtes une bonne pratiquante. Alors, ici, c'est un autre cas de jugement qui ne sert à rien et qui est dépourvu de tolérance, d'humanité. Il y a le téléphone qui va se décharger. Donc, pas de jugement relatif à la religion. Il y a des régions au Maroc où les fêtes des hommes et des femmes sont séparées par les... Oui, oui. J'ai assisté en... Vous savez, au Maroc, nous avons des fêtes. Chez les Arabes et les musulmans, nous avons des fêtes comme le baptême des chrétiens. Nous avons... Une seconde, s'il vous plaît. Après la naissance d'un petit, après 7 jours à peu près, eh ben on fait une petite fête, une grosse fête ou une petite fête. Moi, j'ai été invitée à une de ce type de fête la semaine dernière, les femmes et les hommes. C'est ça être respectueux, c'est respecter la différence. Je suis pas là, je suis pas une référence, ok? Pour juger les gens et dire ah non, ils sont complexés, ils sont complexes, ils sont arriérés. Pourquoi est-ce qu'on peut il est où le mal si on fait des fêtes mixtes? Il est où le mal? Mais il est où le mal si je me garde pas le silence? Ok. J'ai mélangé. Maintenant, bonsoir. Vous allez perdre assez d'énergie. Oui, 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 oui. Il y a ce que j'appelle, moi, la gestion de l'énergie. C'est important. Gestion de l'énergie. Il y a des trucs qui nous consomment beaucoup d'énergie. C'est exactement les cas que je traite maintenant, ou les sujets que je traite. Parce que euh, ça me faisait souffrir même. Pourquoi? Parce que le fait de réfléchir pousse le cerveau à demander de l'énergie. Et quand le cerveau demande de l'énergie, il fait partie des organes nobles, même si tous les organes sont nobles. Bon, quand le cerveau demande de l'énergie, nous avons une modification de la distribution du débit cardiaque. C'est-à-dire que le cœur change sa distribution du sang selon qu'il est en repos, au repos, ou selon l'activité que le corps fait. Si je suis par exemple, si je fais du sport, bien sûr, c'est l'appareil locomoteur qui euh, euh, qui euh, qui a qui est bien irrigué. Je sais pas comment dire, comment utiliser un terme si simple. Irriguer, c'est-à-dire donner du sang à un organe, ok? Donc, si je fais du sport, l'appareil locomoteur, c'est-à-dire les os, les muscles des membres, ok, vous voyez? Donc, ils vont être irrigués plus que les autres. Mais quand je réfléchis, quand j'ai un problème de stress, qui dit stress dit peur. Quand j'ai un problème de stress, quand je pense, je réfléchis tout le temps, quand j'ai un problème familial ou un problème personnel ou un problème professionnel qui me pousse à penser en permanence et réfléchir et ne pas bien dormir, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Le cerveau demande beaucoup d'énergie. L'énergie que le cerveau adore, c'est le glucose, c'est le sucre. Donc, qu'est-ce qu'il fait, notre corps? Il essaie de faire les mains et les pieds pour assurer au cerveau une bonne quantité de sucre. Soit il va augmenter les apports, c'est-à-dire manger beaucoup de sucre, soit il va extraire le sucre d'autres substances dans notre organisme, le glycogène, et on aura une dégradation du glycogène, ce qu'on appelle glycogénolyse,
soit nous avons d'autres transformations de d'autres tissus et d'autres substances en sucre. C'est-à-dire que trop penser pendant longtemps et pendant plusieurs années vous expose à un problème d'hyperglycémie et de prédiabète et de diabète. En arabe, on dit ça. On dit à quelqu'un, tu m'énerves, tu vas augmenter ma glycémie. Je vais le dire en arabe, parce que c'est vrai. Tu m'énerves, je suis stressée. Le cerveau demande de l'énergie, il aime le sucre, le corps répond par une augmentation du glucagon, cortisol, tout ce que vous voulez, et hop, nous avons une augmentation du sucre. Aujourd'hui, demain, après-demain, cette année, l'an prochain, et c'est ainsi qu'on développe des maladies chroniques. Ok? Donc, lorsque je traite des sujets en rapport avec les relations interpersonnelles, prière de ne pas me juger et dire que je ne traite pas un sujet médical. Ça, numéro un. Numéro 2, quand on réfléchit beaucoup, quand on a beaucoup de problèmes, quand on se met dans des situations de stress, quand on est dans une relation toxique, il faut arrêter la relation toxique. Il faut toujours, quand on veut établir une relation, il faut toujours chercher la bonne personne qui comprend la science. Pourquoi? Parce que le jour J où ça ne marche pas entre vous, vous devez prendre un café et traiter les choses et dire, monsieur, madame, je t'aime, mais notre relation est toxique et ça consomme beaucoup d'énergie et je ne peux pas continuer ainsi parce que je vais développer, je ne sais pas moi, une tumeur, un cancer, un diabète, une cardiopathie hypertensive, une hypertension artérielle, ok? Il faut bien prendre son temps avant d'établir une relation, surtout les relations amoureuses, surtout le mariage. Alors tout ça pour vous répondre à Madame Jannat qui a dit vous allez perdre assez d'énergie. Oui Madame, le stress, la colère, les relations toxiques, le jugement, voilà, le jugement, ça pousse les gens à stresser, à réfléchir, à consommer de l'énergie, à demander de l'énergie, à augmenter leur taux de sucre, à augmenter leur pression artérielle et par la suite, nous allons tomber malades à cause des gens qui nous jugent en permanence et nous, on n'a pas une immunité pour lutter contre ça ou pour neutraliser ce qu'ils ont, ce qu'ils font. Ok? Donc, l'islam est très bon pour la santé parce que l'islam nous protège de cette hyperactivité cérébrale inutile. L'islam, si on le respecte bien, pour ce qui est des relations interhumaines ou interpersonnelles, si je respecte l'islam, je ne vais pas me mêler des affaires des autres. Donc, mon cerveau ne va pas fonctionner plus que la normale. Et le cerveau de ma victime, parce que quand je juge quelqu'un, c'est-à-dire que cette personne devient ma victime. Arrêtez de faire du mal aux gens qui vous aiment et des gens qui vous entourent. Arrêtez de mettre des jugements. Vous n'êtes pas un Dieu, ok? Vous n'êtes pas une référence. Vous n'êtes pas parfaite. Il faut savoir que vous n'êtes pas parfait. Quand vous mettez un jugement, alors là, moi, sincèrement, je me dis, est-ce que ce monsieur est-ce que ce monsieur est parfait? Non. Est-ce que cette dame est parfaite? Non. Alors, quelqu'un. Bien, bien. Bonsoir, Lalla Nano, en arabe. Alors, je vais lire brièvement ce qui se passe ici. Tu lis un livre ou quoi? Ah, alors l'énergie négative. Alors, monsieur, vous êtes jaloux, vous êtes très jaloux de moi parce que je suis une personne admirable. Je fais un très bon travail et je suis en train de partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris. J'ai un travail que j'aime. Le meilleur travail au monde, c'est le travail qu'on aime. Ok? Et vous, vous êtes très jaloux, vous vous appelez advanced et vous n'êtes pas quelqu'un d'advanced.
Et ça, c'est pas bien, monsieur, c'est très méchant. Il y a 2 ans, ça me dérangeait de voir des commentaires pareils, mais maintenant, grâce à vous, grâce au live ridicule, sincèrement, je les nomme ridicules, j'ai appris à développer une immunité contre ce type de jalousie, surtout la jalousie des hommes. Quand un homme est jaloux d'une femme, c'est la catastrophe. Il peut très bien la tuer, carrément. Je vous souhaite un bon rétablissement, monsieur Advanced. C'est le sujet très Jean, mais ah oui, d'accord, je m'excuse. En Espagne, il y a des plages nudistes. Oui, il y a des plages privées même. Bon, pour ne pas donner plus d'informations. La plupart des gens ne font pas une différence entre l'acte sexuel et le sexe. Oui, 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 bravo. Le sexe, c'est est-ce que vous êtes féminin ou masculin? L'acte sexuel, c'est autre chose. Il y a faire le sexe, il y a faire l'amour. Faire l'amour, c'est parfait, c'est bon pour la santé. Faire le sexe, on dirait un besoin biologique. C'est comme si vous avez uriné. Ok? C'est un homme qui urine dans une toilette. Faire le sexe sans amour, c'est un homme qui urine dans le vagin d'une femme. Ou dehors, ou je sais pas moi. Ok? Faire l'amour, c'est quelque chose de parfait. Il faut qu'il y ait un amour. Alors moi, personnellement, je pense que l'islam a raison quand il dit que le sexe avant le mariage est interdit. Ça sert à rien pour moi. En tant que médecin, je pense que faire le rapport sexuel avant le mariage, ça sert à rien. Parce que pour faire le sexe avec un homme, il faut que je l'aime. Pour faire l'amour, il faut que je l'aime. Moi, je ne peux pas aimer un homme avec qui que je ne connais pas. J'ai pas voyagé avec lui, j'ai pas eu des affaires, des échanges, des actions financières. Je ne le connais pas, j'ai jamais voyagé avec lui. Ok, donc تعرف الإنسان je vais dire ça en arabe juste pour les Marocains. تعرف الإنسان اللي عاشرتي سافرتي معاه ولا تصاربتي معاه عاد تقدر تقول كتبغيه. Ok, donc je ne peux pas connaître quelqu'un, bien le connaître avant le mariage, sauf si on est passé par la station de concubinage, c'est quelque chose qui est interdit en islam. S'il y a un concubinage, je pense que vous n'avez même pas besoin de vous marier, vous vous êtes déjà marié. Alors, les relations qui commencent par le sexe, ce sont des relations de consommation, point. S'il y avait un amour, il faut qu'il y ait, pour aimer quelqu'un, pour dire moi je suis sûr que j'aime cette personne. Bien, c'est-à-dire que je suis sûr d'elle. Très bien. Si vous êtes sûr d'elle, pourquoi vous vous êtes pas marié? Ah non, on ne s'est pas marié parce qu'on veut savoir si on va bien s'entendre, si on va bien se comprendre. Ah bon, très bien. Donc là, je remarque que vous avez fait un rapport sexuel et vous n'êtes pas encore sûr que vous allez bien vous entendre et vous allez bien vous comprendre. C'est-à-dire que vous avez commencé par la fin. Ça revient au même, vous voyez? Donc si vous êtes sûr, si vous avez bien digéré votre décision, eh bien là, vous passez à l'acte de mariage. Ça, fiançailles, pardon. Fiançailles, je conseille les gens de prendre leur temps, il n'y a pas le feu. Si vous êtes incapable de rester 3 à 6 mois sans faire le sexe, c'est-à-dire que vous êtes incapable d'être heureux tout seul. Ça, c'est un grand problème, un grand chapitre. Il faut arriver à un stade de sagesse, d'indépendance affective tout seul. Il faut avoir des activités que vous aimez, que lorsque vous les exercez, vous avez ce qu'on appelle des poussées d'adrénaline, des poussées d'endorphine, des poussées de dopamine, des poussées de sérotonine, je ne sais pas moi. Ok? Savoir créer cette culture de plaisir sans faire de l'amour. En général, dans le cas, le Dieu nous a créés avec un système de récompense. C'est-à-dire que dans notre système nerveux central, nous avons des neurotransmetteurs de plaisir, comme la dopamine. Alors la dopamine, normalement, dans le cas naturel, est sécrétée dans 2 cas. Soit après avoir mangé, pourquoi? Pour survivre, parce que sinon on va mourir. Soit après le sexe, pourquoi? Eh bien pour la reproduction, pour ne pas disparaître, pour que l'espèce ne disparaisse pas. Ok? Donc manger, faire le sexe, sécrétion de la dopamine. Ça, c'est comme une voiture sans option. Ok? Une personne sans option, sans culture, sans science, sans savoir, sans rien du tout.
Mais les gens actuellement, ils ont développé une culture, ils ont développé une personnalité, un développement personnel, un épanouissement. Ils ont bien travaillé sur leur cerveau. Ils ont découvert et créé des moyens de divertissement capables d'exciter ce système de récompense pour qu'il sécrète cette dopamine qui est un neurotransmetteur de plaisir. Donc il y a d'autres moyens pour sentir le plaisir sans faire du sexe et sans manger. Je parle des gens normaux. Les loisirs, les passions, les talents, les bonnes relations, la programmation neurolinguistique, l'intelligence émotionnelle, beaucoup de choses, le café, le soleil et la drogue. Vous savez que le problème de dépendance, d'addiction, idman, ça, c'est en relation avec le système de récompense et d'autres systèmes. Donc, par exemple, je suis addict, j'ai une dépendance, par exemple à la cigarette, à la cocaïne, à autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Mon corps s'habitue à prendre cette substance. Quand je la prends, je vais bien, parce qu'il a sécrété la dopamine. Quand je prends la même quantité par la suite, ça marche pas. J'ai pas le même effet. Parce qu'il y a un problème de récepteurs, nombre de récepteurs et de beaucoup de choses. Ok? Alors, si vous avez remarqué, il y a plusieurs moyens pour sentir le plaisir chez les gens cultivés, chez les gens qui ne perdent pas leur vie à manger, à boire, à faire le sexe. Ce sont des gens toxiques. Si tu n'as pas de vie intellectuelle, excuse-moi pour le terme, mais tu es très nocif pour la santé. Ok? Tu pourras jamais avoir le plaisir tout seul. Et là, tu vas toujours devoir être en relation, qu'elle soit toxique ou pas, que la femme soit de ta classe sociale ou pas, que ou l'inverse. Ok? Pourquoi? Parce que tu es incapable de sentir le plaisir tout seul. Tu penses, on t'a gravé dans l'esprit que le seul moyen d'avoir du plaisir, c'est faire le sexe. Tu vas pas bien, tu dois voir quelqu'un, tu dois partir chez ton médecin traitant ou ton psychologue et lui dire bonjour monsieur le médecin, bonjour monsieur le psychologue. Moi je veux sentir le plaisir en dehors de toute relation sexuelle. Est-ce qu'il y a moyen de sentir ce plaisir? Il va te dire oui, il va t'expliquer le système de récompense de façon plus détaillée, il va t'expliquer le rôle de la dopamine, il va t'expliquer, il va te donner des exemples, il va chercher vous savez, chacun de nous a des loisirs, des atouts, des choses qu'il aime. Par exemple, il y a des gens qui aiment faire la flûte. Moi, j'aime pas la flûte. Il y a des gens qui aiment faire du sport. D'autres n'aiment pas le sport. Il y a des gens qui aiment faire le théâtre comme moi. Il y a des gens qui ne supportent pas le théâtre et quand c'est une perte de temps et c'est honteux de faire du théâtre. Moi, j'adore le théâtre et je le faisais et je le jouais avant. Il y a des gens qui, par exemple, aiment faire la cuisine, cuisinier, pardon, préparer des plats, faire des gâteaux. Il y a d'autres filles, même si elles sont des filles, ils n'aiment pas vraiment, ils n'aiment pas entrer dans la cuisine. Ils supportent pas l'odeur ils ne préparent rien, ils savent pas cuisiner. Ok? Chacun de nous, on est très différents, ok? On est très différents. Chacun de nous aime faire quelque chose. Nous, notre travail avec les petits, c'est d'encourager les petits à faire ce qu'ils veulent et d'abord à découvrir ce qu'ils aiment. Je vous donne l'exemple. Je vous donne un exemple. Euh, Quand on parle aux petits et quand on leur dit par exemple que la meilleure profession dans le monde, c'est d'être médecin, d'être juge, d'être avocate, d'être ingénieur, d'être instituteur, d'être, je sais pas moi, ok? Ça c'est morbide. Ça, c'est malheureux. C'est malheureux de voir des gens parler avec des enfants comme ça.
Les enfants dans les écoles, normalement, on doit leur préparer des excursions, des activités parascolaires. Pour moi, j'aime beaucoup les activités parascolaires. Je trouve que c'est encore plus important que ce qui se passe dans l'école. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais trop tard pour apprendre, pour avoir un diplôme. Mais ce qui est vraiment les choses qu'on ne doit pas reporter, c'est le développement de la personnalité, c'est l'enfance. Il faut faire du théâtre, il faut faire du sport, il faut prendre soin des plantes, il faut tout faire au stade enfant. Il faut qu'il y ait des cars, des autocars, consacrés principalement à ces activités parascolaires. Parce que nous avons une vie. On n'est pas des esclaves de l'école. On ne doit pas passer toute notre vie à étudier et avoir juste un seul mois ou 2 mois. Et par la suite, on va travailler et on va avoir le droit à un mois de repos durant toute l'année. On travaille 11 mois. On dort un tiers de notre vie, on le passe à dormir, 8 heures par jour. Nous avons 24 heures et on passe 8 heures de sommeil. C'est malheureux comme vie. C'est malheureux. Donc, permettez aux enfants de vivre. Permettez aux enfants de jouer. Moi et ma famille, on n'a jamais bénéficié de cours de soutien. Et moi, si j'aurais un enfant, je vais faire les exercices avec lui. Et jamais je vais imposer, jamais je vais admettre à ce que mon fils fasse des cours de soutien. C'est malheureux. Un petit, normalement, ne doit pas passer toute sa vie à l'école, jour et nuit, et entrer vers 20 h, 21 h, misérable. C'est ça la misère. Un enfant doit jouer. Un enfant doit revenir de l'école et me trouver avec un câlin. Je vais l'embrasser, je vais l'aimer, je vais caresser ses cheveux. Je vais jouer avec lui, je vais chanter avec lui. On va préparer. Oh là là, je sais pas pourquoi j'ai eu envie d'avoir des enfants. Moi, excusez-moi, je suis très spontanée. Parce que j'ai vécu ça quand j'étais petite. Mais j'étais heureuse pour voir les dessins animés. Je pouvais pas rater les dessins animés. Pourquoi pour assister à des cours de soutien par un professeur, par un enseignant qui était avec moi durant toute la journée et j'ai pas compris. Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi. À l'école, on comprend pas ce que vous dites. Et durant les cours supplémentaires, les choses deviennent claires. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais très bien ce qui se passe, mais bon. Tout ça pour vous dire que la dopamine, c'est quelque chose de merveilleux, c'est de la cocaïne naturelle. Ça fait partie de la cocaïne naturelle parce que nous, on a de la cocaïne naturelle dans notre tête, dans notre cerveau, dans notre système nerveux central et périphérique. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont démontré que plus de 94, je pense, bon, je ne me rappelle pas très bien, 95 ou 80, bon, plus de 80% de la sérotonine est sécrétée par le système nerveux qui se trouve dans l'intestin. Aïe, 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 aïe. L'antidépresseur principal sécrété par votre corps est sécrété dans votre système, dans votre intestin, système nerveux qui se trouve dans votre intestin. Vous savez, est-ce que vous remarquez que le corps est vraiment un ensemble de miracles? Donc prenez soin de votre corps, essayez le maximum possible de relax, take it easy. Je vais dire rapidement, à chaque fois je vous dis rapidement et je vais terminer le live. La plupart des gens ne font plus une différence entre l'école d'activité et les... fréquentation par les gens adultes. Bonsoir, oui, non, merci beaucoup pour le service que vous rendez. Bonjour, bonsoir madame Oulma. Une rangée d'hommes et une rangée de femmes et après on est venu pour le mariage et ne se connaissent pas. Mariage chez... Monsieur Barak, moi je traite jamais les sujets politiques, de politique.
Mes respects, chère dame, vous êtes une personne d'une connaissance intense et vos paroles sont amitié. Merci beaucoup, c'est gentil. En Tunisie, on vient d'insister. Si une femme épouse deux hommes, il va écrire à ce sujet. Alors, permettez-moi de vous dire que si jamais il y a un pays qui admet le mariage, la polygamie féminine, je sais même pas comment ça se nomme en français parce que c'est nouveau. Si jamais il y a un pays qui change sa loi pour permettre à une dame de se marier avec deux hommes en même temps, ben, c'est comme si dans ce pays, il n'y a pas de gynécologue, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de sage-femme. Parce que n'importe quel gynéco-obstétricien, c'est-à-dire un spécialiste dans la maladie, dans les maladies des femmes et dans la grossesse, gynéco-obstétricien, dans partout dans le monde, si vous posez cette question à n'importe quel gynéco-obstétricien, qu'il soit musulman ou pas, il va vous dire que une femme qui a eu un rapport sexuel avec un homme ne doit pas coucher avec un autre avant 3 mois de séparation. Parce que c'est très nocif pour sa santé. Il y a des infections. Et vous savez que dans le vagin de la dame, dans l'appareil génital de la femme, les infections, on commence par une infection, d'accord? Et ça évolue vers le cancer. Vous vous rendez compte? Donc l'islam ici, encore une fois, est très bon pour la santé parce qu'il protège la dame de choper des virus, des bactéries, mycoses, tout ce que vous voulez, de l'inflammation. L'inflammation chronique prédispose au cancer. Vous voyez? Donc si tu respectes, moi je parle des musulmans, si tu respectes l'islam dans ce point-là, c'est-à-dire si tu ne trahis pas ton mari, tu seras protégé de grands problèmes de santé gynécologiques. 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 Et extra-gynécologiques, c'est-à-dire tu peux très bien avoir un cancer. Écoutez-moi bien. L'islam te dit, te proscrit ou t'interdit de trahir ton mari ou d'avoir une relation extra-conjugale. Très bien. Pourquoi? Parce que tu vas avoir une infection, tu vas avoir une inflammation, tu vas avoir un mélange de plein de choses à l'intérieur de ton vagin. Tu vas développer un problème de santé. Ce problème va se développer durant les années. Tu peux très bien développer un cancer. Et ce cancer peut très bien se développer, on peut très bien avoir des cas de métastase ou d'envahissement loco-régional, c'est-à-dire le cancer a commencé par exemple au niveau cervical et par la suite il a commencé à se propager. Donc tu peux très bien développer un problème partout dans ton corps à cause d'une relation qui est interdite en islam. Tu respectes l'islam, tu es protégé. Ça, c'est bien. Donc, moi, je suis pas là. Écoutez, je veux dire quelque chose. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je parle beaucoup de l'islam parce que je suis musulmane et je ne connaissais pas l'islam, ok? Je suis née musulmane. Mais après avoir étudié la médecine et surtout après avoir euh, exercé la médecine d'une façon vraiment euh, individuelle, bien loin du CHU, j'ai découvert que l'islam est très bon pour la santé. C'est pour ça que j'ai commencé à faire beaucoup de recherches et je suis très influencée, très excitée pour parler de ça. Ok? Mais je respecte énormément toutes les religions, tout type de croyances. Je souhaite la bienvenue à tout le monde ici. Moi, par exemple, j'apprends des catholiques beaucoup de choses, j'apprends des juifs beaucoup de choses. Et s'il y a des catholiques, juifs ou n'importe quelle autre croyance ou des athées même, s'ils sont là, ben, je vous invite à profiter de tout ce qui est bénéfique pour la santé en islam. Mais je ne vous demande pas de vous convertir. Ça me dit rien, ça me, ça me dit rien, ça m'intéresse pas. Vous voyez, ça m'intéresse même pas de savoir votre religion. Ok?
Pourquoi? Parce que, toujours, je vais parler d'islam. En islam, ce qui est important, c'est la tolérance. Il faut bien traiter les gens, qu'ils soient musulmans ou pas. C'est ça le vrai islam. S'il y a des gens qui essayent de vous forcer à devenir musulmans, croyez-moi, ces gens-là ne connaissent pas l'islam. L'islam, c'est de respecter tout le monde. Tout le monde. C'est de ne pas imposer l'islam à l'autre. Andalousie, ah d'accord, j'ai lu. Je- J'ai cru qu'il y a un commentaire à lire. Très bien, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Je n'allais pas bien, mais actuellement je vais bien parce que j'ai fait un live que j'aime. On a traité le sujet de l'échec. On a compris que l'échec c'est une partie de la vie. On a compris que c'est pas la fin du monde, que la perception des choses diffère. On a compris que l'atmosphère toxique et l'entourage toxique, il faut commencer à neutraliser tout ça ou avoir des antidotes de cette toxicité, de ce poison qu'on injecte tous les jours. Faites très attention des jaloux. Les jaloux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour t'emmerder, tout court. Les jaloux, ils sont faits uniquement pour ça. Et ce qui est vraiment très, 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 très cruel, c'est que les vrais jaloux sont, font, font tout ce qu'ils peuvent faire pour vous rendre service et pour vous être utile. Et par la suite, ils commencent à vous affaiblir, vous rabaisser, mais je ne sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi les gens sont si méchants, mais actuellement, ça ne me dérange pas qu'il y ait des méchants partout dans le monde. L'essentiel, c'est de développer une intelligence émotionnelle, une immunité émotionnelle, jouir et enjoy every moment. Profitez de la vie, faites tout ce qui vous traverse l'esprit, bien sûr, tout en respectant le Dieu et la loi. Bravo Madame Lamou, vous êtes magnifique. Alors, au revoir, à la prochaine. Et oui, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez qu'on traite le sujet de la timidité ou bien le sujet de la générosité exagérée? Il y a certains handicaps que les gens qui ont un bon cœur en souffrent, ok? Ce sont les bonnes personnes qui souffrent. Ce sont les bonnes personnes qui tombent malades. Ce sont les bonnes personnes qui sont déprimées en général, ok? Est-ce que vous croyez, est-ce que vous préférez qu'on commence par le sujet de la timidité ou par le sujet de la générosité? Allahu Akbar. Alors, au revoir, à la prochaine.